avions, comme vous pouvez le voir ici, le Midweek Entrepreneuriat. Donc, ce qui est intéressant, c'est de replanter le décor sur cet après-midi et sur ces 2 journées-là. Donc, on a eu sur le Midweek comme objectif de travailler sur l'entrepreneuriat principalement. Donc, en journée, nous avions un salon qui permettait aux habitants de venir et de connaître et d'avoir les réponses à leurs questions. Et dans cette même journée-là, nous avions, et j'avais cœur à le mettre en avant, une conférence sur l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, pour cette conférence, j'ai invité différents protagonistes. Donc je vais laisser rapidement se présenter. Nous avons dans un premier temps Narimen Naman, qui est entrepreneuse. Je te laisse prendre le micro. Super, donc bonsoir à tous. Et du coup, très rapidement, donc président de l'association Éclosion, que j'aurai peut-être l'occasion de présenter, et certifié du coup en neurosciences. Merci. En deuxième position, c'est le podium, vous arrivez deuxième, désolé. Non, on est sur le podium, c'est l'essentiel. Mouradou Dialal, je suis vice-président de l'agglomération en charge de l'emploi, la formation, l'insertion et du développement des nouvelles technologies. Ce micro marche? Oui, il fonctionne. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Et moi, je suis Bilal Alem, street artiste, artiste du numérique, de la réalité augmentée, et voilà, fondateur d'un incubateur d'artistes sur Villeneuve-Saint-Georges. Merci pour cette présentation. Alors pour planter le décor, on est aujourd'hui même au Five Arena de Meaux, donc une enceinte sportive et principalement footballistique. Et donc la réflexion, c'est qu'on va essayer que l'émission tienne 45 minutes, le temps d'une mi-temps. Donc pendant une mi-temps, on va essayer d'échanger et d'avoir votre retour sur qu'est-ce qu'est l'entrepreneuriat. Donc on va travailler sur 3 thèmes pour que les auditeurs puissent savoir. On va travailler sur 3 thèmes aujourd'hui. Moi, le premier thème, ça va être un élément qui me tient à cœur, parce qu'on parle souvent de réussite des quartiers, ou une réussite quelle qu'elle soit, mais il y a différents ouvrages ou études qui ont remarqué que la réussite avait différentes définitions en fonction de là où on venait, que ce soit de manière locale dans le même pays ou de manière internationale. La même réussite ici aux Philippines est totalement différente. Et donc elle est aussi intéressante d'être étudiée aujourd'hui dans les quartiers et aujourd'hui en banlieue, pour que notre jeunesse puisse avoir aussi les indicateurs nécessaires pour savoir effectivement si une réussite avec nos propres codes. Donc ça va être la première thématique. Et une deuxième thématique qui va être sur laquelle on va découler, comme en tant qu'entrepreneur, on voudra savoir quel a été dans votre vie un déclic, ou qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à passer, soit directement depuis votre entrée sur le marché du travail en tant qu'indépendant, ou en tant que salarié, ou à un moment donné, est-ce que vous avez changé de réflexion en disant, là, c'est à ce moment-là, j'ai rencontré une personne, elle a fait changer mon orientation professionnelle, et ce qui m'a permis d'aller vers effectivement la création d'entreprise. Donc ça, c'est le thème numéro 2. Le thème numéro 3, on va un peu plus élargir la réflexion et l'extrapoler. Et je voudrais avoir votre retour sur votre vision, votre réflexion sur la banlieue, mais en 2030. D'accord? On ne va pas se projeter en 2050, 2040. Même 2030, je dirais que c'est un peu trop tard. Mais voilà, ça nous permet d'avoir une petite projection sur les différentes années à venir. Voilà, on a 3 thématiques. Et donc moi, la première thématique, qui est effectivement, quelle est votre définition de la banlieue? On va laisser le micro à Narimen Naman. Et alors le temps aussi, je rappelle, chaque participant, parce que pour à la fin il y aura un classement, pas un classement du podium, mais chaque participant effectivement a à peu près entre 3 et 4 minutes afin de pouvoir tenir le timing sur ça, et puis ça permet de dérouler assez rapidement. Donc Madame Naman, quel est votre avis, quel est votre retour, quelle est votre propre définition de la réussite? Donc déjà, bonsoir à tous, s'il y a des personnes qui sont arrivées entre-temps, donc merci. Concernant la réussite, alors c'est quelque chose de très important parce que comme vient de le préciser Afid, il y a une définition dans le Larousse qui nous dit qu'en fait la réussite, c'est un résultat favorable. Alors encore faudrait-il du coup résumer ce que c'est un résultat favorable, mais quand on se construit avec finalement cette définition qui est celle du Larousse, je trouve ça très triste. Parce que pour moi, elle est totalement erronée. Alors le résultat, sachez une chose, c'est que quelles que soient les choses que vous allez entreprendre dans votre vie, que ce soit sur un parcours entrepreneurial ou dans un autre domaine, le résultat, souvent, ne vous appartient pas.
Et ça, c'est une vraie réalité de terrain. En réalité, ce qu'il faut, c'est se fixer ce qu'on appelle des objectifs de croissance et non des objectifs de résultats qui sont finalement contre-productifs. Parce que je vais peut-être analyser mon résultat. Finalement, je vais être déçu de ma personne, je vais être triste. Et du coup, finalement, ce n'est pas constructeur. Or, quand ce sont des objectifs de croissance, la seule question que je me pose, c'est est-ce que j'ai grandi ? Que j'ai réussi ou pas, finalement, on s'en fout. Est-ce que j'ai appris ? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis finalement meilleure qu'hier ? Oui. Que ce soit le parcours entrepreneurial ou le parcours de vie, vous allez être inévitablement face à des échecs. Et l'échec, c'est la clé de voûte de l'apprentissage. Donc ces échecs-là, de là, va ressortir en fait des compétences telles que la résilience. Vous allez vous apercevoir que finalement, vous allez décupler votre potentiel face à la difficulté. Très rapidement, moi, j'ai eu un gros déclic avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'étais très carriériste à l'époque et j'ai rapidement pris conscience que je travaillais beaucoup pour mon travail. Et je m'investissais réellement. Alors, ce n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est que finalement, ça ne changeait pas grand-chose à la face du monde. Et à partir de là, j'ai commencé à investir en moi, à développer de nouvelles compétences, à commencer à apprendre de nouvelles choses, telles que d'ailleurs la neuroscience. Laissez-moi maintenant vous l'expliquer de manière finalement un peu plus philosophique. La réussite n'est pas quelque chose que l'on poursuit. La réussite est quelque chose que l'on attire. Comment ? En devenant attirant, en obtenant plus de compétences. Si vous voulez avoir plus, vous devez être plus. Et c'est réellement comme ça que ça fonctionne. Si vous arrivez à augmenter votre valeur de 2 ou de 3, inévitablement et fatalement, vous augmenterez votre revenu de 2 ou de 3. Et quand on commence à comprendre et à adapter cette philosophie de pensée, ça va beaucoup mieux. Donc travaillez l'introspection, travaillez sur vous, mettez de côté cette notion de la réussite qui nous dit que c'est un résultat favorable et partez sur des objectifs de croissance. Voilà, du coup je laisse la parole à Halal. Donc très bonne définition, votre propre définition de la réussite. Merci beaucoup. Monsieur Mouradoudi, quel est votre avis sur cette définition ? Quelle est votre propre définition de la réussite aujourd'hui ? C'est super compliqué de passer après Narimen. C'était tellement clair, limpide et profond d'ailleurs, parce que c'est vrai que chacun a sa définition de la réussite. La réussite, en réalité, nous, quand on est plus jeune, on a toujours cette image de la réussite qui est lorsqu'on a pu acquérir certains rythmes de vie, du matériel, un capital. Et donc on a toujours cette image de la réussite. Mais en réalité, plus on avance dans l'entrepreneuriat et plus on avance tout simplement dans la vie, chacun a sa propre définition de la réussite. Pour moi, je la définis par le bonheur, tout simplement. À partir du moment où on se lève le matin et qu'on est heureux d'aller là où on travaille, qu'on soit patron ou qu'on soit salarié ou qu'on soit tout simplement un bénévole de une asso et qu'on se suffit à cela et qu'on est heureux, en fait, pour moi, ça traduit totalement la réussite. Et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à sortir un peu de ce monde, de se dire, voilà, la réussite, c'est lorsque je vais atteindre des hautes fonctions, que je vais encadrer des équipes, que je vais être un grand patron, que je vais faire un chiffre d'affaires. C'est une réussite, bien sûr, à part entière pour celles et ceux qui veulent aller dans ce sens. Mais il ne faut pas oublier qu'en réalité, voilà, il faut plutôt se concentrer sur l'essentiel. Donc moi, je l'ai défini comme ça. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé à me lancer dans mes projets professionnels, j'avais toujours cette image de la réussite parce que nos parents, nous, on vient de parents qui sont ouvriers. Donc c'était pour nous la réussite d'être patron, en réalité. On appelait ça patron, qu'on soit patron d'une grande entreprise ou patron d'un tout petit boui-boui qui vend quelques sandwichs, avec tout l'honneur que ça a. Et ben nous, on arrivait avec cette image devant nos parents comme des patrons, c'est-à-dire ceux qui ont entrepris, ceux qui ont développé une activité, ceux qui ont produit et ceux qui permettent d'embaucher, donc de nourrir des familles. Et nous, on avait vraiment cette image. Et puis elle s'est déclinée au fur et à mesure parce qu'on a pris quand même un peu d'âge. C'est pas un tout petit peu, voilà, on va rester secret sur l'âge, c'est toujours tabou ici. Mais, et puis on avance, puis on se rend compte que c'est un concept un peu américain, c'est le happiness. C'est une étude qui n'arrête pas, qui est encore en cours aujourd'hui, qui date de plus de 80 ans. Dans toutes les formes possibles, ça a été étudié. Quelle est la définition du bonheur ? Pour moi, c'est la réussite et c'est aussi le lien social.
Donc la réussite se traduit par le bonheur et le lien social, pour ma part. Merci pour cette belle explication. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, ils ont tendance à effectivement à imaginer que la réussite, ou définir la réussite comme une richesse financière, mais dans d'autres cultures, et nous on arrive aussi avec une culture aussi différente où la réussite effectivement est sur le bonheur, sur l'entraide et la façon de tendre la main aux gens qui nous entourent et cette réciprocité est très importante. C'est important de le souligner de cette manière-là. Monsieur Biel-Alem. Encore plus difficile de passer. Effectivement. Moi, je dirais que la réussite, elle est très liée au sentiment de satisfaction. Satisfaction personnelle comme la satisfaction des gens autour de nous, parce que réussir, c'est aussi être vu comme un modèle de réussite, ou en tout cas être perçu comme quelqu'un qui a réussi. Et donc ça passe par pas mal de possibilités, parce que finalement, on part tous avec des avantages, des inconvénients, peu importe, hein, il peut s'agir d'avantages sociaux, il peut s'agir d'avantages, ça peut être financier, un handicap physique, un déficit intellectuel. Il peut y avoir, chacun a sa propre histoire, et donc chacun, je pense, a sa propre définition de la réussite. On peut avoir une difficulté particulière que l'on arrive à surmonter, et en cela c'est une réussite, même si elle n'est pas financière, même si elle n'est pas sociale. On a toujours envie de dépasser la condition sociale de nos parents, parce que, comme tu l'as dit, on vient de milieux sociaux parfois les plus bas, les plus faibles. Donc il y a tout ce côté-là qu'on a envie, il y a ce projet effectivement chez nous, en tout cas les Maghrébins, il y a ce truc de dire... Moi, je suis mexicain. Hein. Ah ouais. En tout cas chez nous, les Maghrébins du Mexique. Euh, Habitant en France. Ouais, habitant en France. Il y a ce truc de dire mon fils sera avocat ou médecin. Il y a beaucoup ce truc-là. Et donc il y a cette perception de la réussite par les parents, par la famille. Et moi je pense que la réussite, elle est là quand on est satisfait de notre parcours, quand on a accompli notre propre histoire, nos propres obstacles, quand on a réussi à s'affranchir de nos propres freins ou pensées limitantes ou peu importe. En tout cas, dès qu'on a accompli certaines choses dans notre parcours qui nous est très personnel, c'est très relatif à chaque personne finalement. Je pense que c'est là que intervient le concept de réussite pour moi. Ça peut être sur plein de plans finalement. Et si on doit résumer la réussite à l'échelle d'une personne, c'est quand elle a réussi enfin, réussir, j'allais dire réussir à réussir, mais quand elle a atteint en tout cas un certain niveau de satisfaction dans différents plans de sa vie finalement, que ce soit personnel, familial, professionnel, financier, spirituel, pourquoi pas, physique. Il y en a qui la réussite physique, hein, c'est aussi un concept, mais aussi en termes de santé. Hein, il y en a qui combattent une maladie toute leur vie, c'est une réussite aussi d'y arriver. Donc voilà, pour moi c'est un peu tout ça, la réussite, ça peut être sur tous ces plans-là, à l'échelle d'une personne. Voilà. Merci bien. Donc si je dois synthétiser en quelques mots, mais et un des éléments qui sort le plus en exergue, c'est que pour vous la réussite, effectivement, n'est pas forcément une réussite financière. Si je le remarque bien, si je l'entends bien, Ouais. alors que beaucoup de personnes vont vous dire, pour ma part, si je me mets en indépendant et je monte ma structure, c'est un certain niveau de chiffre d'affaires et de rémunération. C'est une réussite. Il y en a pour qui la réussite c'est d'avoir le SMIC. Hein. Mais dans votre Ouais. définition, ça n'arrive pas à gérer en première position, la réussite financière. C'est la même position. En réalité, en fait, c'est la même position que toutes et tous, c'est-à-dire celui qui a visé un chiffre d'affaires, celui qui a visé juste d'être heureux, celui qui a visé un SMIC, juste de travailler tout simplement. En fait, la réussite, c'est la même pour les trois, sauf que chacun a atteint son objectif, qui n'est pas le même. Et moi, je vais me permettre du coup d'ajouter quelque chose, parce que je rejoins totalement la définition d'Alal et de Bilal. Et en fait, il faut quand même se rappeler une chose, c'est qu'en fait, cette notion de réussite, elle est totalement intrinsèque. Le côté en fait extrinsèque, donc tout ce qui va être à l'extérieur, c'est bien, mais vous allez rapidement vous apercevoir que quand vous voulez quelque chose, c'est que vous manquez tout simplement
ça peut être d'estime, de confiance, etc. Mais c'est que vous allez venir combler un manque qui est intérieur. Et en fait, c'est très éphémère parce que vous allez vous dire je veux obtenir tel iPhone, acquérir cette dernière voiture. Et là, j'y serai. C'est sûr, j'y serai, c'est elle que je veux. Donc, je vais l'obtenir. Votre cerveau, il est assez intelligent pour travailler des schémas de pensée et vous allez y arriver. Souvent, le comment n'est pas notre problème. Mais très rapidement, on va se rendre compte que cette chose, dès qu'on l'a, bizarrement, on s'en lasse. Et finalement, on ne la veut plus. Et on va vouloir autre chose. Et on est finalement totalement fatigué dans cette course effrénée au bonheur parce que la notion de réussite, comme du coup le disait Alaa et Bilal, et c'est hyper important, elle est intrinsèque. C'est un sentiment que je ressens à l'intérieur. Et ce n'est pas en comblant avec de l'extérieur que je vais y arriver. On va passer à la deuxième partie qui est sur la thématique du déclic. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai eu cette réflexion de passer, de me mettre à mon compte, de me dire aujourd'hui, je veux être indépendant, je veux être chef d'entreprise. Il faut savoir que souvent, quand on est issu d'un quartier, l'objectif de nos parents, c'est-à-dire que la construction de réussite de nos parents, c'est pas forcément d'être chef d'entreprise, mais c'est d'avoir déjà un CDI. D'avoir le bac déjà. D'avoir le bac. Et grâce au bac, tu auras un CDI. Donc en fait, on a cet ancrage familial sur le fait qu'il faut d'abord travailler sur ça. Et donc on travaille régulièrement nos parcours professionnels avec pour objectif d'être déjà, avoir le bac, et puis ensuite d'être salarié avec un CDI. C'est un élément qui a... Merci. C'est un élément qui, depuis très longtemps, reste au sein des familles, où la réflexion de réussite se passera, donc je répète, mais passera vers un contrat de travail. Et donc, ayant grandi avec cet objectif-là, moi, je sais qu'à titre personnel, même ayant monté des structures, mon père m'a dit, mais c'est très bien. Bon, tu as essayé de faire le chef d'entreprise, ça n'a pas fonctionné. Allez, prends un CDI, c'est mieux pour toi. Tu n'as pas effectivement les épaules suffisamment larges pour être indépendant. Comment on fait aujourd'hui? Comment vous avez réussi à faire? Ou quelle rencontre vous avez eues? J'étale sur les exemples. Quelle rencontre, quelle lecture, quelle vidéo a pu apparaître pour que certaines personnes qui vont regarder ce podcast vont se dire, tiens, j'ai eu la même réaction, enfin j'ai eu le même ressenti lors de cette rencontre, mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Parce qu'en fait, cette rencontre-là, peut-être, elle était importante pour cette personne-là, mais elle ne savait pas l'identifier. Quelle a été votre rencontre, vous, à titre personnel, à un moment donné, où ce déclic-là pour dire, mais en fait, il faut que je monte ma structure et que je me mette indépendant. Monsieur Mouradoudi, vous avez un... Je suis passé sur la première place du podium, du coup. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs facteurs. Le premier, pour ma part, ça a été une rencontre avec un chef d'entreprise qui est toujours en activité lorsque j'étais au lycée. Et donc, j'avais rencontré sur une espèce de forum et puis il m'avait sorti une phrase choc qui reste encore aujourd'hui, qui était toute simple, basique, mais qui m'avait vraiment interpellé. À partir de là, c'est vrai qu'on rêve tous, enfin pas tous, mais on rêve quand même d'être chef d'entreprise. C'est un accomplissement qui n'est pas des moindres. Mais en vrai, le leadership, le chef d'entreprise, je ne sais pas si ça s'apprend en fait vraiment. Beaucoup l'ont en eux. Et du coup, sur le dispositif Créé pour entreprendre, c'est comme ça que j'ai rencontré Afid Cachot au début de mon parcours. Et du coup, je me suis lancée en 2019. J'ai enfin osé, j'ai envie de dire, passer le cap. Alors, je l'ai fait très prudemment. Je suis restée salariée quelques temps et j'ai mixé avec l'entrepreneuriat. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est OK, c'est facile. Et finalement, tout va bien et c'est bon. Et là, petit à petit, j'ai commencé à faire tomber toutes ces croyances limitantes, ces fameux plafonds de verre qu'on a qui nous disent que c'est pas pour nous. L'entrepreneuriat, c'est pour les autres. C'est pas réservé à notre monde, c'est pour un autre monde. C'est totalement faux. Et là, il se passe quelque chose qui est assez extraordinaire au niveau de votre cerveau, et vous en avez tous ce pouvoir. C'est que votre cerveau, quand vous allez commencer à penser différemment,
il va faire de nouveaux schémas neuronaux, ce qu'on appelle des traces mnésiques. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est ni plus ni moins la neuroplasticité. De là, vous allez développer quelque chose, ce sont des hormones du bonheur, la dopamine et la sérotonine, qui vont venir fatalement booster votre confiance en vous. Et quand vous commencez à vous rendre compte que c'était que des croyances limitantes, vous les avez fait tomber soit avec un inconfort émotionnel, soit avec une incohérence neuronale, et bien là, vous vous dites, mais je peux faire plus. Et finalement, vos objectifs vont commencer à monter. Et là, on est sur la croissance. Je le répète, on s'en fout du résultat. Évoluer. Merci, vous pouvez les applaudir. Merci pour cette réponse. Et merci pour le clamer, parce que j'avais oublié effectivement qu'en 2019, on avait eu l'occasion de se croiser sur un salon. Et c'est vrai que ça m'était sorti de la tête. Donc, petit moment de nostalgie, mais c'est vrai que on s'était vu en 2019 sur un salon. Et j'étais arrivant avec plein de petites questions. Je dis, monte ta boîte demain. Et le lendemain, t'as monté ta boîte. Et après, 3 ou 4 ans après, on s'est recroisés. Je me dis, en fait, ça a été le déclic. Et c'est à ce moment-là où j'ai monté ma structure. Donc, c'est vrai que c'est assez marrant de le remettre. Donc, merci beaucoup. On va aller sur le troisième thème. On est bon au niveau du timing. Donc, en tant qu'arbitre de touche, je ne vais pas obligé de faire de prolongation. Donc, c'est très bien. On va être sur le troisième volet, qui est, à mon sens, assez important et va venir sur une projection de temps. Je vais donner la parole à Bilal. Bilal, juste pour clôturer aussi rapidement sur cette troisième partie, mais nous rappeler un petit peu ton activité dans les grandes lignes, mais qui, à mon sens, aura aussi son incidence et toute sa place sur effectivement parce que la banlieue 2030 sera une banlieue colorée ou terne ou avec plein de graffitis de street art. Voilà, c'est la grande question. Donc, je te passe le micro. Merci. Alors pour parler de mon activité, donc moi je suis street artiste, artiste de l'image, c'est ça, de l'image et de l'image animée. À la base de ma formation, mon diplôme, c'est le film d'animation. Et la particularité de mon travail sur les murs, c'est que quand on passe son téléphone devant les murs avec une application que j'ai créée qui s'appelle Holo, on voit la version dessin animé de l'œuvre que j'ai peinte. Ça s'appelle la réalité augmentée. C'est très numérique, très à la mode. Mais voilà, c'est surtout une pratique artistique qui me permet finalement de joindre les deux cordes que j'ai à mon arc. Et c'est aussi la particularité qui me permet aujourd'hui de peindre un peu partout, d'être appelé un peu partout en France, un petit peu à l'étranger, pour peindre, pour exposer, etc. Donc c'est vraiment ça qui fait la spécificité de mon travail, en plus d'être très coloré et très géométrique, avec des touches de, disons, un hip-hop infusé au dessin animé. C'est un peu comme ça que je définis. Et donc, ouais, je peins des murs partout avec une autre particularité, c'est que je considère que moi, je ne vais pas vivre avec les fresques que je peins, puisque je peins un peu partout. Et j'aime bien, dans l'idée de s'approprier les espaces urbains, rendre ou partager, distribuer cette liberté qu'on me donne avec les habitants. Cette liberté de peindre sur les murs, qui est propre aux artistes, et qu'on ne donne pas aux habitants, j'aime bien la distribuer. Donc, dans mon travail, je fais intervenir les habitants, de la construction des esquisses jusqu'à la réalisation pure de mise en peinture. Je travaille beaucoup avec les habitants dans un concept d'inclusion, et donc c'est la co-création. Et c'est en ça que j'aime aussi mon travail, parce qu'il y a un côté humain et social qui parfois dépasse l'artistique, en fait, finalement. C'est un peu ça mon travail. Et sinon, banlieue 2030, effectivement, plus de co-création, plus de sentiment de légitimité, je pense. Et j'espère qu'on arrivera à avoir plus de personnes qui font les spécificités de la banlieue une force, plutôt que de percevoir ça comme un frein, finalement, que ce soit un frein à entreprendre, ou tout simplement à croire en ses rêves et ses objectifs. Et parce que je pense qu'on peut atteindre une bonne partie de nos objectifs malgré les freins qu'on a sociaux. Évidemment, les freins sociaux sont présents et ils empêcheront
statistiquement énormément de gens accomplir leur propre réussite, mais j'espère en tout cas qu'on arrivera à plus de personnes qui arrivent à renverser la vapeur. Ouais, et dans quelle mesure l'incubateur des artistes FIDA peut travailler dans ce sens-là dans les quartiers? Moi aussi, aujourd'hui, et c'est intéressant, on peut le voir, des personnalités meldoises nous racontent leur parcours d'excellence. Et revenir sur cet élément-là, on a 2 meldois, une meldoise et un meldois aussi. Et effectivement, il y en a qui pourraient dire, mais pourquoi une personne non meldoise est présente aujourd'hui? Et moi, j'avais cette réflexion et cette notion de se dire que l'art va pouvoir transcender et arriver au stade où toutes les banlieues pourront agir, mais être interconnectées par l'artisme, par l'artistique. Souvent, on dit les banlieues ou certains quartiers n'échangent pas. Est-ce que d'après toi, effectivement, peut permettre de décloisonner les quartiers et créer un pont entre le Val d'Argenteuil, dont je suis ici, et Beauval, et de quelle manière, par exemple? Bah, bien sûr, il y a des passerelles évidentes, de banlieue à banlieue. Je sais pas, je reprends le documentaire sur DJ Mehdi. T'as ma famille de 94, si je ne me trompe pas. Et une passerelle comme ça qui est évidente, ça arrive dans énormément de cas. Les gens justement, le fait qu'il y ait Paris au milieu, ça crée aussi en circulation, les gens voyagent beaucoup. Les gens ne sont pas forcément, je pense que les gens de la banlieue ne sont pas aussi cloisonnés qu'on pense. Ça voyage, ça va de banlieue à banlieue, de quartier à quartier, on a tous de la famille dans telle autre banlieue, dans telle autre couronne, enfin, ça voyage pas mal, les connexions se font. Nous, en tant qu'incubateur, on incube des gens qui viennent de loin. On a un artiste lillois, un artiste du 94, un artiste du 93, qui se déplaçait quasiment tous les jours, du 93 à nous. Donc, ouais, il s'est donné les moyens aussi. C'est vrai, l'axe de transport, ça peut aussi être un frein. Il s'est donné les moyens de le faire et il l'a fait. Donc, ouais, devant lui à banlieue, nous en tout cas, on ne met pas de frein à l'origine, à la localisation de la personne. On est surtout là pour accompagner des artistes et essayer de faire émerger leurs pratiques et de les professionnaliser au maximum parce que finalement, c'est des petits entrepreneurs et ils ont besoin parfois d'être accompagnés dans leur démarche parce que déjà, être accompagné dans l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Être accompagné dans l'entrepreneuriat artistique, qui est une branche vraiment spécifique, avec des besoins spécifiques, avec des statuts juridiques spécifiques. On parlait d'intermittence du spectacle, les maisons des artistes d'auteur, ouais, c'est ça, maison des artistes. Il y a tellement de spécificités, les droits d'auteur, il y a des trucs de fou. Donc tout le monde n'est pas préparé à faire face à ça. Et parfois, nous, en réalité, on apprend, parce que moi, je sors d'une école d'art, on va dire ça comme ça. Toutes les spécificités juridiques, on n'a rien appris, presque pas. Donc voilà, on a fait un budget, un exercice de budget de film. Ok, d'accord, je pense que ça y est. On n'apprend pas ce que c'est qu'un CFE, ce que c'est que. Enfin voilà, des trucs basiques, mais auxquels on va être confronté. Parce que la majorité des écoles aujourd'hui forment à être salariés. Il faut qu'on se le dise, très peu d'écoles, à part les écoles de commerce, forment à être entrepreneurs finalement. Les écoles reçoivent des subventions de la Chambre de commerce et d'industrie, qui est là pour du coup s'assurer que les entreprises présentes localement trouvent finalement des salariés qualifiés à ce petit diplôme. Donc il y a quand même un enjeu de perpétrer ce salariat, c'est 90% de la population en France si je ne me trompe pas. Donc c'est pas rien. Et donc voilà, nous on est là pour aussi accompagner ceux qui veulent être les 10% restants et qui veulent avoir une voie un peu plus libre et entrepreneur. Désolé, j'ai pris beaucoup. Bon, c'était très bien et très intéressant. Très bien, merci beaucoup. Narimène, ton avis sur ce futur, parfois qui est difficile pour certains jeunes. Nous, effectivement, 2030, on se rapprochera plus du demi-siècle, à mon avis, que les jeunes d'aujourd'hui. Peut-être pas pour toi, je parle pour ma part. Mais pour les jeunes de 10-15 ans, effectivement, ils vont arriver à un tournant dans la rue où ils seront sur des choix de vie. Est-ce que
Pour ta part, ton horizon ou ta réflexion, quel va être le terreau de 2030 en banlieue? Est-ce que c'est une énorme croissance ou on va être sur une stagflation, quelque chose d'assez simple? Alors, du coup, donc moi j'exerce sur le territoire de Meaux, mais que depuis très peu. J'ai fait beaucoup de mon expérience dans d'autres départements. Et en fait, je me suis fixé un seul objectif, révéler le potentiel des gens. C'est la seule chose finalement que je me suis fixée. Je me rends compte que les gens sont pollués par plein de choses. Donc, je le rappelle, il y a l'environnement. Vous pouvez regarder aussi un peu l'épigénétique et vous comprendrez certainement beaucoup de choses. Et il n'y a pas que ça. Il y a toutes ces barrières mentales et ces schémas de pensée qui sont complètement abîmés et biaisés. Et en fait, c'est assez marrant parce que votre cerveau, il est programmé et programmable. Sauf qu'on ne le sait pas. Vous pensez à mettre à jour vos applications. Vous pensez à mettre à jour l'iPhone. De toute façon, si vous ne le faites pas, il va s'arrêter. Donc vous n'avez pas le choix. Mais à quel moment on le fait avec son cerveau? À quel moment on fait un reset et on décide de se dire ok, ben finalement, je travaille sur tout ce qui n'a pas été. Et comme je dis, c'est des enseignements qui sont assez spécifiques. La neuroscience, c'est quelque chose de très spécial, pas quelque chose de compliqué, attention. C'est juste quelque chose d'inhabituel. Et comme c'est inhabituel, Alan soulevait quelque chose tout à l'heure. Il disait alors on a peur. Ben oui, évidemment. Si c'est inhabituel, ça oblige mon cerveau à sortir d'une zone de confort. Et qui veut sortir de la zone de confort? Personne. Ça fait, croyez-moi, votre zone de confort, elle est totalement inconfortable. C'est juste qu'on ne vous l'a pas dit en fait. Donc vous n'êtes pas au courant. Quand je dis révéler le potentiel, je vais prendre Albert Einstein, de qui je me sers beaucoup lors de mes conférences, de mes séminaires ou encore de mes enseignements. Albert Einstein il disait si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à l'arbre, il se trouvera ridicule toute sa vie. Si vous décidez de le juger à sa capacité à nager, vous le trouverez exceptionnel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous un potentiel. Le potentiel, bien évidemment, il est différent d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont être plus manuels, d'autres plus intellectuels, mais il y a quelque chose à faire. Ce qu'on travaille, du coup, c'est ce qu'on appelle la maïotique. Alors la maïotique, ça vient de Socrate, donc on repart à la philosophie de Platon, mais la maïotique, elle consiste à poser des questions jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions. J'ai travaillé avec plusieurs publics et je me suis aperçue d'une chose, ça rejoint encore ce que disait Alain tout à l'heure avec le bonheur, c'est que les gens pensent vouloir quelque chose, mais en réalité, c'est pas ce qu'ils veulent vraiment. C'est hyper bizarre, ils vont se battre pour l'avoir, ils l'ont, et puis finalement ils sont là, ah ben non, là j'en veux plus, ou finalement je pensais que c'était autre chose. Je m'étais construit une image mentale qui est faussée. Waouh, quelle déception. Et ça en fait, si vous voulez, quand on travaille du coup cette philosophie qui est la maïotique, je vais écourter, qui est la maïotique, on se rend compte qu'en fait on va devoir poser des questions jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions. Et là, on peut atteindre réellement l'objectif des gens. Si les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, on ne peut pas les accompagner. Pour répondre rapidement au côté banlieue, etc., moi, du coup, maintenant, je me suis fixée pour objectif d'intervenir sur mon territoire, parce que finalement, je trouve ça dommage que plein de gens profitent de mon savoir, mais pas les gens de ma ville. Je suis quand même issue du quartier de Meaux, même si je suis partie des années. Je reste Mailloise. Donc, il est important pour moi aujourd'hui de faire bénéficier toutes les personnes qui en ont besoin. Et quand je dis toutes les personnes, on peut passer par des ateliers de parentalité, on peut passer par la MEDS, Mission de lutte contre le décrochage scolaire, les soins d'injustice que j'accompagne, des primo-arrivants. Bref, toute personne qui veut une chose, c'est améliorer sa vie. Ouais, merci bien. On va terminer avec le mot d'action avec Alan. Merci beaucoup, Nathalie, parce que non, franchement, c'était super intéressant et d'ailleurs, on apprend beaucoup de choses en t'écoutant. Banlieue 2030, on est en 2024, c'est dans 6 ans, en vrai, la banlieue 2030, c'est la banlieue d'aujourd'hui. On a eu, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, quand même un basculement sur l'état d'esprit des gens qui habitent en banlieue. Aujourd'hui, la banlieue, ce sont des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, la banlieue, ce sont une force de proposition majeure sur le territoire national, international. Aujourd'hui, la banlieue, elle est autour de la table. Elle s'investit. C'est plus la banlieue des années 2000 où on était spectateurs. Aujourd'hui, je vous donne un exemple qui est pour moi l'un des curseurs majeurs de l'évolution des banlieues, c'est les déterminés. Quand vous voyez Moussa qui prend le téléphone du président de la République qui se fait un selfie, Moussa,
déterminée, ben voilà, on est arrivé à un point où la banlieue n'est plus celle qu'on avait connue à l'époque. Donc ça, c'est un point hyper important. Le deuxième point, c'est que il faut accompagner, il faut proposer, il faut écouter, et il faut surtout y croire. J'aime bien dire, il ne faut jamais croire, parce qu'il y a toujours cette notion du doute. Maman va adorer ça dans Ringmen. Il y a toujours la notion du doute, il faut être plutôt à la base, au lieu de croire, il faut être convaincu de ce qu'on veut faire. Et puis aujourd'hui, on est à cette étape. Je pense que pour le 2030, on aura vraiment grandement participé à l'activité économique de notre pays. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Donc, nous avons tenu le timing, parce que moi je suis en même temps, comme je disais, le maître du temps et j'aspire effectivement à délimiter. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, cette conférence, effectivement, s'inscrivait, et je le rappelle, sur un e-book entrepreneurial où, donc, pendant 2 jours, le Five Arena qui a été mis à disposition, et je remercie par Mohamed Degli et son équipe qui nous accueillent dans ce lieu-là pour pouvoir être au cœur du quartier et travailler effectivement avec les différents partenaires, la chambre de commerce, la chambre de métier, des financeurs comme l'ADI ou France Active. On travaille avec aussi le 2C aujourd'hui. Et donc, sur ces 2 journées-là, on a voulu travailler ensemble sur exposer et mettre un peu plus en lumière. On est sur Twitch aujourd'hui, on sera sur YouTube en retransmission. Donc, tout le monde va être effectivement présent de manière internationale. On sera en anglais. Bien, voulait faire la conf en anglais aujourd'hui, et je me suis dit, bon, ne t'inquiète pas, on se fera la traduction. On peut faire plantu. Voilà, c'est ça. Un plantu, c'est très bien. Donc voilà, donc cette conférence s'inscrit dans, pour ce que je dis, moi, un numéro, alors ceux qui connaissent, mais c'est vraiment le numéro 0, le numéro 1 sur ce démarrage. Moi, j'aspire à ce que, j'avais fait ça il n'y a pas très longtemps, mais je voudrais que toutes les banlieues se saisissent des réseaux sociaux et des plateformes de streaming pour effectivement crier haut et fort la réussite, crier haut et fort et mettre en avant effectivement toutes les personnes avec leur propre définition de la réussite, qui mettent en avant et qui puissent être les premiers, les futurs étendards de la banlieue. Donc voilà, d'autres numéros, j'espère, arriveront très prochainement. Donc, comme souvent, restez connectés sur les différentes plateformes. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et suivre la chaîne. Voilà. Je vous remercie fortement pour cette présence, Madame Marie-Hélène Laman, M. Alain Mouraboudi et Bilal Alem. Merci pour votre présence. Et je salue aussi les publics et les auditeurs. N'hésitez pas à applaudir.